Comment fabrique-t-on un tube mondial? Il faut d'abord bien sûr le talent des Britney Spears ou Rihanna, mais aux États-Unis, des producteurs de génie s'activent aussi dans l'ombre. Un journaliste du New Yorker a enquêté sur leur savoir-faire. Mélange de flair musical et de marketing, il en a tiré un livre sur les hits planétaires. David Caillon l'a rencontré. On les fredonne du soir au matin. Formatés dans des studios où les instruments sont le plus souvent absents, les singles des icônes pop comme Rihanna, Taylor Swift ou autres Justin Timberlake résultent davantage d'une fabrication industrielle que d'une inspiration divine. L'arrière-cuisine de la pop moderne, c'est le sujet de Hit, la fabrique de tubes planétaires, l'enquête du journaliste américain du New Yorker John Seabrook, plongé dans la très secrète machine à hit. Le mythe de l'auteur-compositeur-interprète est toujours soigneusement entretenu pour des raisons marketing. C'est d'ailleurs le cas de Rihanna ou de Katy Perry. De nos jours, comme la plupart des producteurs sont aussi les compositeurs, ils n'ont pas très envie d'ouvrir leurs portes pour livrer leurs secrets de fabrication. On sait que tout a été une mise en scène, que ce soit les textes, les vêtements, la personnalité. Enfin, Katy Perry, qui au départ est une chanteuse chrétienne, qui se promène avec un énorme décolleté et une attitude un peu provocatrice, c'est pas du tout comme ça qu'elle est réellement. Et les hits d'aujourd'hui ne sont pas forcément fabriqués à Los Angeles, New York ou à Londres. Forte d'une grande tradition d'écriture pop depuis le succès d'ABBA dans les années 70, la Suède est progressivement devenue l'épicentre de cette fabrique à tubes. Le compositeur qui a le plus de succès dans le monde aujourd'hui est le Suédois Max Martin. Son mentor est Dennis Pop, qui était DJ à Stockholm dans les années 80. Un jour, Ace of Base lui a envoyé une cassette démo d'une chanson qui s'appelait All That She Wants. Dennis l'a inséré dans le lecteur cassette de sa voiture, l'a écouté une fois et ne l'a pas aimé. Mais quand il a voulu l'éjecter, la cassette était coincée. Il a donc dû l'écouter en boucle pendant 1 ou 2 semaines jusqu'à ce qu'il ait une sorte de révélation et se dise « Je sais ce que je vais faire de cette chanson ». Je pense que cette histoire est révélatrice d'un besoin de répétition dans les tubes d'aujourd'hui. Même si dès les années 60, le label Motown à Détroit avait déjà standardisé le travail en studio, il fait figure d'artisanat comparé à la mécanique des producteurs du moment. Quand on écrivait des chansons dans les années 60, on ne pensait pas forcément que les gens allaient entendre ces chansons 100 ou 200 fois et qu'ils devraient l'aimer autant à chaque fois. Ils écrivaient des chansons qui devaient être aimées du premier coup. Beaucoup de chansons de nos jours, si on ne les entend qu'une fois, et j'ai eu cette expérience en écrivant ce livre, en écoutant Raw pour la première fois, elles n'ont pas l'air si incroyables. Et c'est parce qu'elles sont conçues pour ce monde hyper saturé où on va entendre ces chansons encore et encore. Et pour mieux entrer dans la tête du public, les producteurs s'appuient sur des fragments mélodiques facilement mémorisables, aussi appelés hook. Le hook, c'est l'élément qui, dans un morceau, fait qu'on s'en souvient et fait qu'on va le reciter en disant à quelqu'un « Mais si, tu sais, oh nana, what's my name ?» Voilà. Et ça va être le morceau de Rihanna. Et ces petits éléments qui s'incrustent immédiatement dans la mémoire sont des choses qui, pour le coup, sont créées avec un soin assez scientifique ou en tout cas un savoir-faire très précis. Le point d'extase, en termes alimentaires, est le moment où le sucré, le salé et le gras rendent l'aliment si irrésistible qu'on ne peut pas résister à en reprendre. Je pense que ces chansons populaires sont conçues d'une manière similaire et qu'elles sont faites pour des gens qui sont vite distraits, qui ont du mal à écouter pendant 3 minutes. La seule différence, c'est que les chansons ne font pas grossir. Alors, la pop moderne est-elle l'équivalent pour nos oreilles de la junk food pour nos estomacs? Pour John Seabrook, il faut rester optimiste. Quand vous regardez l'histoire de la musique, il y a des époques où ça semble très formaté, commercial. Et puis, il y a une rupture, une sorte de retour à des choses plus organiques, comme le retour du folk dans les années 60 ou le grunge dans les années 90. Et j'ai l'impression qu'on est un peu tous en train d'attendre ce moment.
Mais je ne pense pas que ça viendra d'un retour aux instruments. Ça viendra d'une nouvelle génération qui pensera vraiment qu'être devant un ordinateur, c'est être devant un véritable instrument.